amis, un Premier ministre vient d'être nommé sans majorité, sans projet que celui de maintenir au pouvoir les quelques amis qui restent à Emmanuel Macron. Que Jupiter veuille l'admettre ou non, le peuple n'a pas voulu, pour son second mandat, lui donner tous les pouvoirs. Le premier avait suffi. On a payé pour voir. Plus de 1 000 milliards de dettes, l'effondrement du pouvoir d'achat, l'explosion migratoire et sécuritaire, bref, le déclassement de la France et un déclassement pas seulement pour les agences de notation. On se demande même comment Emmanuel Macron peut-il conserver le moindre crédit auprès de quiconque avec des résultats aussi catastrophiques. Alors, il s'obstine à ne pas le voir, mais les faits sont têtus et les chiffres le sont davantage encore. Il n'est pas majoritaire, ni à l'Assemblée et encore moins dans l'opinion. En 2017, souvenez-vous, il disposait d'une confortable majorité. En 2022, déjà, Emmanuel Macron ne disposait plus que d'une majorité relative. En 2024, sa situation parlementaire s'est aggravée. Non seulement il n'a plus de majorité, mais sa coalition qui s'effiloche de mois en mois est largement devancée à l'Assemblée nationale. En 2024, déjà, il y avait eu, rappelez-vous, la sanction électorale des européennes, où la liste du Rassemblement national, conduite par Jordan Bardella, réalisa un score double de celui de la Macronie. Ça n'est quand même pas rien comme désaveu. Et ce désaveu chiffré est à la hauteur de la volonté de changement. Car si les Français ne cessent ainsi de restreindre progressivement les capacités d'action institutionnelle d'Emmanuel Macron par un soutien parlementaire de plus en plus mince, c'est parce qu'après 8 ans, ils aspirent à une autre politique. Alors, aspirer à une autre politique, eh bien, en matière électorale, cela prend le nom d'alternance. Je l'ai dit et je le répète, l'alternance, c'est normal en démocratie, c'est sain, c'est essentiel. L'idée qu'il n'y a pas d'autre solution que le pouvoir en place est absurde en démocratie. Elle est une sorte d'intimidation intellectuelle vaine de ceux qui n'ont plus rien à avancer. C'est justement cette aspiration au changement, fortement exprimée, que Emmanuel Macron est incapable de voir ou d'admettre. Et sa seule réponse est de la contrarier par des artifices, des enfumages, des moulinets dans le vide. L'alternance nationale viendra. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Son pouvoir ne se maintient plus que par des tours de foire. Il est usé jusqu'à la corde. C'est un pouvoir sans souffle, sans vision. Et plus les jours passent, je le dis avec gravité maintenant, sans plus aucune assise populaire. Croyez-vous que dans une démocratie, un pouvoir peut gouverner avec 15 petits % d'opinion favorable? Un soutien parlementaire en lambeaux et par l'illusion que maintiennent encore quelques médias complaisants. Il n'est pas excessif de dire que le numéro d'équilibrisme présidentiel réalisé avec trucage risque de mal se terminer pour les Français. Ce pouvoir n'a désormais pour seul record que son taux d'impopularité, pour seul soutien que des bribes de force déconsidérées, pour seul projet que d'empêcher la respiration démocratique. Face à la dure réalité d'un siècle qui dévale sur nous, face aux menaces sécessionnistes, islamistes ou mafieuses, qui dans de nombreux endroits nous pressent d'agir, face aux grandes révolutions technologiques qui redistribuent les atouts du jeu de cartes mondial, la France se retrouve paralysée politiquement et même institutionnellement. Le pays est coincé par deux forces dont le projet est le blocage.
Un président qui organise le blocage institutionnel, quitte à attenter à l'esprit de la Constitution, qui l'enjoint normalement à veiller au bon fonctionnement des institutions. Puisque nous sommes dans une ville de rugby, permettez-moi cette métaphore, le bloc macroniste se couche sur le ballon pour empêcher la partie. D'un autre côté, les LFI. Ces tchéguévaristes de carnaval qui cherchent à bloquer le pays en faisant brûler des poubelles par des petits bourgeois encagoulés. Or, ce dont le pays a besoin, ce n'est pas de blocage, mais d'un déblocage, d'un nouveau souffle, d'un souffle qui balaye l'atmosphère confinée du macronisme. On nous dit que le nouveau Premier ministre va commencer ses consultations. C'est une expression assez adaptée pour un système malade, d'ailleurs. Il va donc il va prendre son bâton de pèlerin il va donc, disais-je, prendre son bâton de pèlerin pour quémander des soutiens ici et là. Merci. Il va aller, monsieur Le Cornu, un coup chez les socialistes ou les écologistes. Une autre fois chez LR, en comptant sur sa bonhomie pour séduire, sur sa courtoisie pour fédérer et sur son parcours politique sinueux pour faire jouer d'anciennes amitiés et réunir ainsi ceux qui sont prêts à tout pour être ministre de quelque chose. La politique, ce n'est pas un abonnement à mythique. Et un gouvernement n'est pas un club de rencontres entre amis. Un gouvernement, c'est d'abord une équipe qui porte un projet cohérent et sérieux pour le pays. C'est une action dans l'intérêt collectif parce que derrière les décisions, il y a des hommes et des femmes, des familles et des entreprises, des vies et des destins. Un gouvernement tient du sacerdoce au service de la nation. La presse complaisante nous présente cela comme une nouvelle méthode. En termes de cuisine, cela s'appelle l'art d'accommoder les restes. Les restes d'une mauvaise cuisine, une cuisine immangeable et même toxique. Qui peut sérieusement penser que le salut du pays viendra de ces petits calculs, de ces marchandages d'arrière-boutique politique, de ces misérables combinaisons de couloirs? Qui peut croire qu'un grand projet bienfaisant et fédérateur puisse naître de ces bricolages politiciens? Où croyez-vous que cet attelage sans chevaux, cette carriole sans roues et cette conduite sans cocher pourra nous amener? Emmanuel Macron, qui n'est pas davantage un Mozart de la Constitution que de la finance, replonge ainsi la France dans le marécage boueux et malodorant que les Français avaient heureusement quitté en 1958 avec la Constitution et en 1962 avec l'élection du président au suffrage universel. Par cette politique aveugle au réel, il a réussi un tour de magie, transformer les plus belles institutions de notre histoire, celles de la Ve République, en des institutions paralytiques dignes de la défunte 4e. Monsieur Mélenchon non plus d'ailleurs, et tous les partis de gauche qui lui sont soumis, n'aiment pas la Ve République, il en voudrait une 6e. La belle affaire. Je me suis toujours méfié
en voyant des amateurs tenter de remplacer le marbre par du carton-pâte. La vérité est là aussi beaucoup plus simple. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un retour à l'esprit et à la lettre de la Ve République et donc, au vu de la situation actuelle, d'un retour aux urnes. Je vous sens impatient. Mais c'est vrai que la seule solution pour ça, à court terme, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale. Cette décision, elle appartient au président de la République. C'est cela qui rendra à la France une majorité claire et un gouvernement enfin aligné sur les demandes du peuple, enfin aux exigences des Français. Les Français seraient, à ce qu'il paraît, résignés. Ils seraient même, c'est le mot à la mode, vous savez, dans les petits cercles parisiens, ingouvernables. Je ne vois rien de tout cela aujourd'hui. Ce que je vois, ce sont des millions de Français enthousiastes, déterminés, et plus que jamais des Français debout. Mes amis, la France ne sera jamais mieux servie que par nous-mêmes. Cela dit, je sais aussi que malgré votre force et votre enthousiasme, vous ressentez sans doute aussi une forme d'exaspération devant l'état de la France. Une angoisse croissante lorsque vous pensez à l'avenir et de plus en plus souvent une colère légitime après 8 ans, 8 années interminables de mandat d'Emmanuel Macron. Depuis 2017, toutes les actions conduites par le président de la République ont été autant de pierres ajoutées au fardeau des Français. Oh, il y a une longue liste de marques de mépris, les gens qui ne sont rien, les chômeurs se mettent à traverser la rue pour trouver du boulot, les travailleurs auxquels il indiquait doctement que le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de bosser. Mais en fait, autant de symboles d'une déconnexion, d'une arrogance assumée vis-à-vis du peuple. Et puis, il y a aussi eu la brutalisation permanente, sociale et fiscale. La réforme des retraites de 2023, infligée en passant par l'article 49.3, l'explosion des prix de l'énergie, qui avait déjà mis les gilets jaunes sur les ronds-points pendant de longs mois et qui dissuade aujourd'hui des Français de se chauffer. La hausse continue de la pression fiscale sur la France du travail, avec des fins de mois qui commencent non plus le 28 mais le 15 et un pouvoir d'achat qui s'effondre. Et puis surtout, il y a eu derrière l'agitation, derrière les grands débats, les conventions citoyennes, derrière les sommets, dont le titre, c'est plus chic, était toujours en anglais d'ailleurs, comme Choose France. Il y a eu derrière tout cela une formidable, une insupportable stagnation. Et la stagnation, mes amis, en politique, ça s'appelle le déclin. La stagnation, ce sont 500 000 immigrés qui entrent chaque année légalement sur notre sol et dont seuls 10% travaillent. La stagnation, ce sont les usines qui ferment, ce sont les hôpitaux qui ne fonctionnent plus, ce sont les logements de plus en plus rares et donc de plus en plus chers. Ce sont les banlieues gangrénées par les mafias et qui peuvent désormais s'embraser au moindre prétexte. Aujourd'hui, c'est quasiment une émeute par jour dans tous les coins de France. C'est une France déconsidérée sur la scène internationale, au point que plus personne, ni à Bruxelles, ni à Washington, ni à Pékin, ni à Alger, n'attache d'importance à ce qu'elle dit ou à ce qu'elle fait. Tout simplement parce que la France, sous la présidence d'Emmanuel Macron, est devenue ce pays qui peut dire, selon l'humeur du prince, tout et son contraire. Un pays qui peut faire chaque jour l'inverse de ce qu'il proclamait la veille.
Et lorsque l'on gouverne contre le peuple, en démocratie, on ne produit que de l'instabilité, de la frustration, de la peur et alimenté par une gauche extrémisée, du chaos. Depuis 8 ans, Emmanuel Macron a renoncé à ce qui est l'objet même de la démocratie, donner corps aux volontés de la majorité des citoyens. C'est cela la post-démocratie. Avoir si peu de respect pour le peuple qu'on juge plus prudent de l'écarter des décisions. Cela se traduit depuis 8 ans par une infinité d'exemples. Lorsque la France accepte contre ses agriculteurs le traité de libre-échange avec le Mercosur, lorsque la France accepte contre ses citoyens et leur sécurité le pacte européen pour l'immigration et l'asile qui organise une immigration massive et incontrôlée et qui prévoit des amendes imposées par Bruxelles en cas de refus d'immigrants disséminés dans les campagnes. Lorsque la France accepte contre ses chefs d'entreprise un accord commercial honteux conclu par la Commission européenne signé par Mme von der Leyen avec les États-Unis. Lorsque la France accepte contre l'intérêt de ses familles et de ses industries les règles du marché européen de l'électricité qui font flamber les factures. Lorsque la France accepte contre la volonté des Mahorais de laisser arriver chaque année sur son sol des dizaines de milliers de clandestins comme en rien. Lorsque la France accepte contre l'honneur de tout son peuple de courber l'échine devant le régime oppresseur algérien qui le dénigre et l'insulte quotidiennement. Permettez-moi d'ailleurs, mes chers amis, d'adresser un fraternel message de soutien à notre compatriote, l'écrivain Boualem Sansal, emprisonné à l'heure où je vous parle dans les geôles d'Alger. Et aussi, bien sûr, à un autre de nos compatriotes, le journaliste Christophe Glaise, emprisonné pour des motifs totalement illégitimes lui aussi. Nous pensons à eux et nous continuons à exiger leur libération immédiate. Laissez-moi suggérer une idée toute simple pour rétablir la défense de nos intérêts et de nos ressortissants face au régime algérien. On pourrait appeler ça, une idée en passant, le triple zéro. Pour tout pays qui bafoue la France et ses intérêts, par exemple, en refusant de reprendre ses criminels et délinquants expulsés, 0 aide publique au développement, 0 transfert de fonds privés et surtout 0 visa. Mes amis, s'il faut résumer la situation de la France, je le ferai de la manière suivante: des problèmes d'une incontestable gravité, mais des solutions d'une aveuglante clarté. Tout n'est ici, comme très souvent, qu'une affaire de volonté politique, pas le reflet d'une soi-disant fatalité. Moi, je crois profondément qu'un responsable politique qui invoque la fatalité pour justifier ses échecs ou ses lâchetés, quand ce ne sont pas les deux, ne mérite pas le titre de responsable. Prenons l'exemple de la crise budgétaire qui occupe le débat public en ce moment. Au cas où cela vous aurait échappé, l'éphémère Premier ministre François Bayrou projetait d'augmenter les impôts des Français de 20 milliards d'euros. Mais à l'entendre, il n'y avait pas le choix. Vous savez, comme ces régimes ultralibéraux des années 80 qui avaient inventé la formule « il n'y a pas d'alternative ». Mais rien n'est plus mensonger. Depuis des années, nous avons érigé un principe simple. Avant de demander le moindre effort aux Français, l'État doit drastiquement supprimer les politiques dogmatiques et toxiques pour le pays et réduire son train de vie dispendieux. Mais à chaque effort sur la dépense que nous avons chiffré, à chaque effort que nous avons proposé aux différents gouvernements depuis tant d'années, on nous a répondu la même chose: c'est pas possible. C'est pas possible. Réaliser des économies massives sur l'immigration, de guichets sociaux qui coûtent aux contribuables près de 20 milliards d'euros par an, mais ce serait pas possible. Protéger la propriété privée en rendant le squat impossible, ce qui inciterait des milliers de propriétaires à remettre des biens en location et contribuer
à enrayer la pénurie de logements, ce ne serait pas possible. Réduire notre contribution nette délirante à l'Union européenne qui dépasse désormais les 10 milliards d'euros par an, ce ne serait pas possible. Conduire enfin une politique de lutte contre les fraudes sociales, fiscales, aux importations et lutter contre les ententes qui grignotent le pouvoir d'achat pour récupérer au moins 15 milliards d'euros par an, ah non, ce ne serait pas possible. Réduire le train de vie des administrations publiques, là, vous savez, en simplifiant le millefeuille territorial et en supprimant des dizaines d'agences, organismes, opérateurs, comités Théodule, dont plus personne ne sait à quoi ils servent, ce ne serait pas possible non plus. Instaurer la priorité nationale pour le logement, pour les prestations sociales, pour les allocations familiales. En clair, permettre à la France qui bosse de bosser pour elle-même et pas pour le monde entier. Bon, vous n'y pensez pas. Ça n'est pas possible. À chaque fois qu'un responsable politique utilise cette piteuse dérobade, il vous ment. S'ils ne le font pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas possible. S'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas le faire. Et comme ils refusent d'admettre qu'ils ne le veulent pas, ils vous racontent qu'ils ne le peuvent pas. Or, je vous le dis avec toute la force qui m'anime, il n'y a aucune fatalité et c'est possible. L'immigration de guichet social partout en Europe, au Danemark, en Suède, en Autriche et désormais en Allemagne, pourtant soumis aux mêmes textes européens, qui vivent comme nous dans l'espace Schengen, eh bien, ils obtiennent des résultats spectaculaires, pas par chance, par la volonté politique. Rien qu'en rétablissant des contrôles stricts aux frontières en un an, l'Allemagne a connu une baisse de près de 50% des demandes d'asile. Vous m'avez bien entendu, près de 50% de baisse. Nous croyons à la volonté politique. Nous croyons, comme l'a rappelé Louis, au gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et c'est cela que nous allons faire avec vous, pour vous, grâce à vous, demain en France. La priorité nationale pour accéder au logement et aux aides sociales demain, nous le ferons. La priorité nationale dans la commande publique pour nos entreprises demain, nous le ferons. La réduction drastique des flux migratoires, réguliers et irréguliers, demain, nous le ferons. La baisse de notre contribution à l'Union européenne pour dégager les milliards dont nos policiers, nos soignants, nos professeurs ont tant besoin, demain, nous le ferons. Comme nous ferons la réduction des dépenses toxiques de l'administration, des milliards de subventions déversées sur des éoliennes et des panneaux solaires qui défigurent nos paysages, fragilisent notre parc nucléaire et font exploser vos factures d'électricité. Entendez bien ces trois mots, mes chers compatriotes, nous le ferons. Gardez ces trois mots en permanence à l'esprit et surtout dites-les. À chaque fois qu'on vous répondra « ce n'est pas possible », répétez-les. Car je ne supporte pas l'idée même que le peuple français puisse se résigner. Car nous sommes un peuple fier, un peuple volontaire, un peuple debout. Alors ne vous méprenez pas sur mes intentions en vous disant tout cela, chers amis. Vous connaissez mon tempérament, on ne se refait pas. Je suis une femme déterminée, optimiste, combative, et je ne vais pas m'en excuser. Mais, pour autant, je reste lucide.
sur l'état de notre nation et pleinement consciente de la colère que des millions de Français ressentent en voyant leur pays comme un larret, noyé sous les piteuses tractations politiciennes. Je vous ai dit tout à l'heure 3 mots, nous le ferons. Je voudrais vous en dire 3 autres, nous sommes prêts. Ne regardez pas le blocage d'aujourd'hui, voyez plutôt l'alternance politique qui déjà se dessine. Cette alternance, elle porte un nom. Vous voyez peut-être de qui je veux parler. Ils viennent fêter ses 30 ans. Permettez-moi d'ailleurs à nouveau de lui souhaiter en votre nom un joyeux anniversaire. Ce nom, c'est évidemment celui de Jordan Bardella. Lorsque ce gouvernement déjà oublié sera censuré, probablement dans quelques semaines ou dans quelques mois, eh bien vous serez à nouveau appelés aux urnes. Vous aurez le pouvoir de faire de Jordan votre Premier ministre. Et le premier d'entre eux, depuis des décennies, à être entièrement dévoué au service de la France et des Français. Car la France n'est pas ingouvernable. Ce sont les partis du système qui sont incapables de la gouverner. Parce qu'on ne peut pas gouverner contre le peuple. La France n'est pas divisée. La seule fracture qu'elle connaisse, c'est celle qui sépare ses dirigeants de la volonté populaire. La France n'est pas bloquée. Les seules chaînes qui la retiennent aujourd'hui, ce sont celles de vieux partis fatigués, qui cherchent dans le passé les vieilles recettes qui n'ont jamais donné et ne donneront jamais à notre grande nation l'avenir qu'elle mérite. Je crois profondément au contraire que notre pays, c'est-à-dire son peuple, n'a jamais été aussi uni, qu'il n'a jamais été aussi déterminé à bâtir l'union nationale. Nous allons commencer à rebâtir dès maintenant autour de 4 axes parfaitement consensuels, parfaitement conformes à vos attentes. Car la crise actuelle, politique, budgétaire, économique ne résulte pas de vos choix. Elle résulte du fait que vous n'avez pas été entendus. Notre première priorité sera naturellement le rétablissement des comptes publics. Nous engagerons depuis Matignon le début du redressement de nos finances. Parce que des comptes mal tenus, ce sont des impôts qui flambent pour les ménages comme pour les entreprises. Nous comprendrons dans les dépenses publiques inefficaces, voire toxiques pour l'économie, nous rétablirons l'équité fiscale et sociale, notamment en luttant contre toutes les fraudes. Deuxième priorité, relancer le pouvoir d'achat et libérer la croissance. Nous baisserons vos factures d'énergie tout de suite. Nous soutiendrons les familles et les jeunes. Nous réduirons la charge fiscale et les normes qui étouffent nos entreprises et nous lancerons un plan ambitieux dès maintenant de relance de notre industrie après 40 ans de course à l'abîme. Troisième priorité, chers amis, nous rétablirons l'ordre aux frontières et dans la rue. Nous réduirons drastiquement les flux migratoires entrants. Nous mettrons en œuvre une politique d'expulsion performante, effective, après des années d'échecs. Nous punirons les délinquants qui ne seront plus dorlotés, mais incarcérés, qui ne seront plus subventionnés, mais privés d'aide sociale. Parce que ce n'est pas en augmentant les primes d'assurance, en demandant aux Français de payer pour les dégâts des casseurs qu'on pacifie les rues. C'est en garantissant des sanctions dures et immédiates et en leur présentant la note à eux, pas à nous. Voilà pourquoi nous mettrons fin aussi au laxisme judiciaire et nous protégerons nos forces de l'ordre, dont l'un des membres a encore été jeudi dernier lynché à Tourcoing par une bande de racailles. Permettez-moi ici
de rendre un hommage particulier à nos forces de l'ordre et de souhaiter à cet agent un rapide rétablissement. Merci pour nos policiers, merci pour nos gendarmes, merci pour nos agents pénitentiaires. Quatrième et dernière priorité, mes chers compatriotes, remettre l'État au service des Français. Nous engagerons le redressement de notre système de santé. Nous referons des écoles de la République des sanctuaires où les signes religieux seront interdits, comme les téléphones portables. Et où les enseignants seront enfin à l'abri des menaces et de la peur. Nous lèverons les restrictions absurdes au logement, les DPE, les zéro artificialisation nette qui étouffent le marché immobilier dans notre pays. Tout cela, nous pouvons le faire depuis Matignon. C'est fou, nous, tout ce qu'on peut faire, en fait, en étant Premier ministre. Et ce que nous commencerons dès demain, depuis Matignon, nous l'amplifierons après-demain depuis l'Élysée. Mes chers compatriotes, je veux que vous ressortiez de notre rendez-vous de ce jour le cœur gonflé de fierté et l'esprit empli d'optimisme. Vous avez rendez-vous avec la France. Dans quelques semaines, vous aurez à travers nous le pouvoir d'engager le grand redressement tant attendu par le peuple français depuis des décennies. Nous serons à ce rendez-vous, nous lui ferons honneur. Cette alternance qui se dessine, vous l'avez tant attendue, elle n'en sera que plus belle, elle n'en sera que plus grande. Et soyez plus que jamais fiers, vous tous ici et dans la France entière, d'en être les premiers acteurs. Nous avons la plus belle des œuvres à accomplir. Nous allons réconcilier les Français avec leur avenir. Nous allons rebâtir France, le plus beau pays du monde. Confiance, volonté, persévérance et unité, mes chers amis, ensemble, nous le ferons. Vive la République! Vive la France! Vous venez donc d'entendre le discours de Marine Le Pen en direct de Bordeaux. On attend celui de Jordan Bardella qui va suivre pour ce grand meeting de rentrée en pleine rentrée politique et mouvement social. On va retrouver Sophie Dupont qui est sur place. Sophie, un discours aux accents très présidentiels pour Marine Le Pen. Oui, et vous l'aurez remarqué, Marine Le Pen qui n'aura pas cité une seule fois le nom de Sébastien Lecornu alors qu'elle a commencé son discours par cette nomination du nouveau locataire de Matignon. Un Premier ministre vient d'être nommé, sans majorité, sans projet que de maintenir au pouvoir les quelques amis d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, c'était vraiment la cible du discours de Marine Le Pen, qui l'a qualifié de déconnecté et d'arrogant. Marine Le Pen qui a pris du temps pour dénoncer un manque de volonté, selon elle, et un blocage politique et institutionnel dû à l'alliance entre les macronistes et la France insoumise lors des dernières élections législatives. Marine Le Pen qui a rappelé, comme la semaine dernière lors de sa rentrée politique à Hénin-Beaumont, à l'alternance. L'alternance viendra, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, dit-elle. Marine Le Pen qui a appelé un retour aux urnes par le biais de la dissolution. La foule a alors répondu Macron démission. Elle ne les a pas fait taire. Il y a eu plusieurs huées pendant plusieurs secondes. Le RN qui donc met la pression toujours sur le chef de l'État sur cette dissolution. C'est Jordan Bardella maintenant qui va faire son entrée dans cette salle du Palais des Congrès, qui devrait s'adresser à Sébastien Lecornu, qui va reprendre son élément de langage, la rupture ou la censure, qui va rappeler au Premier ministre que selon lui son bail est précaire à Matignon. On attend donc son arrivée à l'instant. Jordan Bardella qui pourrait aussi refaire campagne pour les élections législatives. Une circonscription pourrait lui être accordée. Il réfléchit encore entre 4 circonscriptions pour être candidat en cas de législative anticipée pour pouvoir prendre la tête du parti si Marine Le Pen était empêchée, car on le rappelle, Marine Le Pen a été condamnée en première instance à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Elle connaîtra son procès en appel début janvier. Alors Jordan Bardella du coup se prépare. Entrée imminente de Jordan Bardella dans cette salle du Palais de Congrès qui fait donc
son entrée. Vous le voyez dans cette salle de 6000 personnes avec des sièges qui sont quand même vides. Et c'est une tradition désormais. Jordan Bardella qui parle après la patronne du Rassemblement national, après la patronne des députés du RN. La seule exception, souvenez-vous, c'était lors du meeting de Vauban, après la condamnation judiciaire de Marine Le Pen. Là, Marine Le Pen avait pris la parole en dernier, mais sinon, c'est pour l'habitude d'avoir le président du parti qui prend désormais la parole en dernier. Prise de parole qui devrait durer 30 minutes. Comme je vous le disais, Jordan Bardella, lui, devrait citer Sébastien Lecornu. Il s'était réparti des tâches. À Marine Le Pen de s'adresser au chef de l'État, à Sébastien Lecornu, à Jordan Bardella de s'adresser à Sébastien Lecornu. Merci Sophie Dupont et Nils Olsen à Bordeaux donc pour BFM TV. On va suivre dans les toutes prochaines minutes Jordan Bardella, le président du RN, qui va s'exprimer. Vous le voyez sur ces images en direct, qui fait une entrée au milieu de la foule. Avant d'entendre Jordan Bardella, on va revenir sur les propos de Marine Le Pen avec nos experts, Maurice Safran, éditorialiste à Challenge. Bonjour Maurice, et puis Léopold Laudebert du service politique de BFM TV. Ce qui ressort aussi de l'intervention de Marine Le Pen, il y a une forme de confiance. L'alternance viendra, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Le sentiment que finalement les événements, la crise actuelle porte ou portera à terme le Rassemblement national à Matignon et à l'Elysée. C'est en tout cas le souhait qu'elle a formulé. Oui, tout s'est accéléré pour le Rassemblement national avec cette chute de François Bayrou. On le sent bien dans les plans, tout a été revu pour ces discours qui ont été réécrits initialement. Ce sont les municipales qui devaient être l'objet principal de ces discours que l'on suit en direct sur BFM TV. Mais on comprend bien que la stratégie du Rassemblement national est de capitaliser sur le moment d'instabilité que l'on vit. Certes, Sébastien Lecornu a été nommé, mais plus que jamais, Marine Le Pen, elle pressent qu'il pourrait tomber très rapidement. Sébastien Lecornu, elle dénonce, je cite, les partis du système, les vieux partis fatigués en train de bricolage politique qui pourrait potentiellement amener à une dissolution si jamais la censure était activée une nouvelle fois. Un troisième Premier ministre qui tomberait d'affilée, c'est ça potentiellement ce que cherche Marine Le Pen, avec donc on voit ici Jordan Bardella qui monte sur scène. On va donc écouter Jordan Bardella. Merci d'être là. Merci. Merci mes amis. Merci d'être venus ici, à Bordeaux, par milliers pour parler de la France. Vous êtes 7000. 7000 venus de Nouvelle-Aquitaine et de tout le pays. Vous êtes des milliers à nous suivre à la télévision et sur les réseaux sociaux. Des milliers de Français inquiets du temps présent, mais plus que jamais debout pour l'avenir. Vous êtes des milliers de Français venus dire non au déclin et à la résignation. Aujourd'hui, à Bordeaux, mes chers compatriotes, ce n'est pas seulement une salle qui s'est remplie, c'est la France qui s'est levée. Vous êtes, mes chers amis, le peuple de France. Vous êtes la France des villes et des villages. Vous êtes la France qui travaille sans jamais se plaindre. Vous êtes la France qui ne renonce pas, celle qui entend être fidèle à notre destin millénaire. Vous êtes, mes chers compatriotes, la France qui, malgré les épreuves, porte dans son cœur la plus belle des espérances. Alors, laissez-moi vous dire, tant que vous serez là, tant que vous porterez cette flamme, jamais la France ne s'éteindra. Merci. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre courage. Merci d'être toujours au rendez-vous que l'histoire nous donne. À l'aube d'une bataille imminente, nous sommes là, dans cette belle région de Nouvelle-Aquitaine, sur cette terre profondément française.
Ici, autour de nous, les vignes du Bordelais font rayonner la France sur toutes les tables du monde. Ici, nos paysans façonnent un terroir et une gastronomie que l'on nous envie de Pékin jusqu'à New York. Ici même, les pierres blondes des villages et des cathédrales rappellent nos racines chrétiennes et nos entreprises audacieuses nous montrent chaque jour que la France est née pour conquérir l'avenir. Je vous aime aussi. Ici même, mes amis, dans cette salle, bat le cœur de la France éternelle, fière de ses racines, confiante dans son génie et par-dessus tout impatiente de relever les défis du monde. Puisque nous sommes ici en Nouvelle-Aquitaine, je veux adresser un salut amical et fraternel à nos élus, à nos députés, à nos cadres, à nos militants qui accomplissent chaque jour un travail remarquable, élection après élection, et je crois qu'ils méritent que vous les applaudissiez. Mes amis, Marine l'a rappelé, nous sommes à un tournant de notre démocratie. Le 8 septembre, en conscience et pour vous protéger, nous avons pris une décision, congédier le gouvernement Bayrou. Comment aurions-nous pu accorder notre confiance à un gouvernement qui a tant abîmé la France ? Comment aurions-nous pu accorder notre confiance à un gouvernement qui, des socialistes jusqu'aux républicains, proposait de vous retirer 2 jours fériés, d'augmenter vos impôts et d'aggraver les déficits ? Aucun marchandage, aucun calcul politicien, aucun arrangement de couloir n'aurait pu entamer l'écoute et le respect que nous vous devons. Contrairement aux Républicains ou au Parti socialiste, le Rassemblement national n'est pas à vendre aux macronistes le plus offrant. Alors très simplement, à ceux qui ne l'auraient pas encore compris, j'aimerais rappeler la chose suivante. Nous ne sommes pas comme eux. Notre seule et unique boussole, c'est l'intérêt supérieur de la nation et la défense du peuple français. Car la confiance, mes amis, la fameuse confiance, elle ne se décrète pas. Elle se mérite, elle se conquiert, elle s'entretient, elle se gagne par le respect de la parole donnée, par des résultats concrets, par une fidélité absolue à la volonté des Français telle qu'exprimée dans les urnes. Je le dis ici clairement à Bordeaux, il n'y avait aucune autre considération derrière notre choix. Contrairement aux accusations grotesques des macronistes, vous ne savez même pas encore ce que je vais dire. Contrairement à la tentation du chaos de la gauche, nous n'avons aucun goût pour le désordre, aucun penchant pour l'instabilité, bien au contraire. Je veux le rappeler ici devant vous. Les seuls responsables de l'instabilité politique, ce ne sont pas ceux qui défendent la France, ce sont ceux qui la trahissent. Des Républicains jusqu'à la France insoumise, ils ont passé des alliances de la honte en 2024, avec comme seul projet pour la France, leur siège, tout bloqué, et cela pour empêcher notre victoire. Il y a quelques mois à peine, mes amis, nous étions en route pour l'alternance. Une majorité patriote, une majorité claire, une majorité qui aurait rendu à la France la stabilité qu'elle mérite. Mais ce projet, par magouille politicienne et mépris des Français, ils l'ont saboté et nous en subissons aujourd'hui le résultat. Alors oui,
Oui, nous avons rejeté ce gouvernement. Car comme des millions de Français, nous n'avons aucune confiance dans ceux qui ont conduit le pays à la faillite. Rendez-vous compte, en 8 ans, les macronistes ont creusé autant de dettes que dans les 50 années qui ont suivi l'après-guerre. Alors qu'autour de nous, nos voisins européens font mieux, la France emprunte désormais plus cher que la Grèce, que la Slovénie, que le Portugal et depuis peu plus cher que l'Italie. Nous n'avons aucune confiance dans des gouvernements qui ont nourri année après année le monstre bureaucratique qui dévore la richesse nationale. DPE, ZFE, CSRD, C3S, toutes ces normes absurdes, ces impôts de papier que vous affrontez chaque jour font perdre des dizaines de milliards d'euros chaque année à la France. Ces normes étranglent nos entreprises, complexifient votre quotidien, transforment la France en homme malade de l'Europe. Nous n'avons, mes amis, aucune confiance dans des gouvernements qui imposent la double peine. La tyrannie des normes d'un côté, l'enfer fiscal de l'autre. Pour nos artisans, nos commerçants, nos entrepreneurs, pour tous ceux qui se lèvent tôt et pour tous ceux qui travaillent dur. Nous n'avons aucune confiance dans des gouvernements qui ont battu tous les records d'immigration et d'insécurité, au point que des villages paisibles vivent désormais sous la loi des gangs et des trafics, au point qu'il n'est plus un seul département de France où notre peuple est à l'abri de la violence. Bordeaux était l'une des villes les plus attractives de France. Elle a acquis en quelques années la réputation de véritable coupe-gorge. On ne compte plus les cambriolages, les agressions impliquant des mineurs étrangers. Il y a 15 jours à peine, c'est une adolescente de 16 ans qui a été violée en pleine rue dans Bordeaux par un migrant algérien. Nous n'avons, mes amis, aucune confiance en des gouvernements qui ont renoncé à défendre l'intérêt de la France dans le monde, qui laissent l'Union européenne torpiller notre agriculture et notre industrie automobile. Voilà leur vrai bilan. La révolution promise par Macron, le changement vanté par Hollande, les promesses trahies de la droite avant eux, tout cela n'a mené qu'à une seule chose, les Français n'ont plus confiance dans ceux qui les ont gouvernés. Si déjà ils pouvaient dissoudre l'Assemblée nationale, ce serait une bonne chose. Alors au vu d'un tel désastre, mes amis, comment donner tort aujourd'hui à l'expression des Français? À force de déception, nos gouvernants ont réussi à installer le doute chez certains de nos concitoyens. Le sentiment que rien d'autre n'est possible et que voter ne sert plus à rien, nous leur disons que tout cela est faux. Les macronistes ont rapetissé le plus grand pays du monde. Ils ont étouffé ses atouts, bâillonné ses talents, méprisé ses forces vives. Ils ont réduit au silence une France créative, travailleuse, novatrice et l'ont sommé de payer pour les autres. Nous sommes, rendez-vous compte, devenus ce pays où respecter les règles, où payer des impôts, où être honnête est moins valorisé que de profiter du système. Nous sommes devenus ce pays où réussir est suspect, où entreprendre est presque devenu une fraude en soi. Nous sommes devenus ce pays où l'on protège davantage les squatteurs que les propriétaires, où l'on excuse toujours les délinquants, mais où l'on culpabilise les victimes. Nous ne supportons plus que l'on exige toujours plus de sacrifices de la France qui travaille, pendant que l'État met directement ses mains dans vos poches, comme si l'argent gagné par votre sueur lui appartenait. Nous n'acceptons pas qu'un gouvernement envisage de vous voler 2 jours fériés pendant qu'il gaspille des milliards d'euros dans tout et n'importe quoi.
Vous êtes prévisible. Mes amis, écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas responsable de ce désastre. Vous n'êtes pas coupable de leur folie budgétaire et de leurs erreurs colossales. Si la France tient encore debout aujourd'hui, ce n'est pas grâce à Emmanuel Macron ni grâce à Monsieur Lecornu, fidèle artisan de la politique macroniste depuis 2017. Si la France tient, mes amis, si notre pays tient encore debout, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, millions de travailleurs français, honnêtes, courageux. Vous qui vous levez tôt et qui travaillez dur, vous qui portez sur vos épaules le poids de toute la nation française. Et je veux vous le dire clairement ici à Bordeaux, l'argent que vous gagnez en travaillant dur n'appartient à personne d'autre qu'à vous. Chaque euro que vous consentez à verser à la collectivité doit être sacralisé, utilisé avec une infinie précaution. Or, que voyons-nous? Que voyons-nous? Un immense gaspillage et des éléphants dans le salon que personne ne veut voir. Des totems auxquels il ne faudrait pas toucher, par idéologie, par choix délibéré, parfois par manque de courage politique. Alors, avec Marine, nous le disons, il est temps de faire autrement. Il est temps de faire différemment. Il est temps de rendre à la France l'ordre, la justice et le respect des Français. Si le nouveau Premier ministre ne rompt pas avec la folle politique d'Emmanuel Macron, alors tout naturellement, il tombera. Nous aurons la force. Nous en aurons la force parce que nous n'avons aucune clientèle électorale à entretenir, parce que nous n'avons pas d'amis socialistes à recaser, pas de gages à donner à d'autres partis politiques. Parce que nous ne devons rien à ce vieux système à l'agonie. Nous aurons le courage de réduire le train de vie de l'État. Nous aurons le courage de mettre un terme à la gabegie. Nous ferons le ménage partout, dans chaque ministère, dans chaque dépense inutile, pour que demain, plus aucun Français ne se demande « mais où passe notre argent ?» La première vérité que l'on cache aux Français, c'est naturellement le coût colossal de l'immigration. Chaque année, mes amis, 500 000 personnes entrent dans notre pays. Et sur ce demi-million, seulement 50 000 viennent pour travailler. Alors, la question est simple. Que font les 450 000 autres et surtout, qui paye? Chaque année, des milliards sont engloutis pour prendre en charge la terre entière, pour prendre en charge une immigration d'assistanat qui a transformé la France en guichet social de l'Europe. Savez-vous qu'il existe aujourd'hui près de 60 types d'aides sociales accessibles pour les étrangers qui mettent un pied sur le sol français? Chaque année, mes amis, plus d'1 milliard d'euros part dans l'aide médicale d'État qui offre, je vous le rappelle, la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière. Et pendant ce temps, un retraité français sur 3 renonce à se soigner parce que le reste à charge est trop important. Alors nous le disons très simplement,
si demain les Français nous accordent leur confiance. La gratuité totale des soins pour les étrangers en situation irrégulière, avec nous, c'est terminé. Les allocations familiales pour tout le monde, avec nous, c'est terminé. Elles seront réservées aux familles dont au moins l'un des deux parents est de nationalité française. Le RSA pour tout le monde, avec nous, c'est terminé. Pour les étrangers, il sera conditionné à 5 années de travail sur le sol français. La préférence étrangère dans les HLM, avec nous, c'est terminé. Non seulement les citoyens français, sans aucune autre distinction bien sûr, seront prioritaires, et j'ajoute qu'il ne sera plus possible avec nous de bénéficier d'un HLM ou d'une aide sociale lorsqu'on aura un casier judiciaire long comme le bras. Avec nous, mes amis, il y aura une règle simple, une règle de bon sens qui existe déjà dans beaucoup de pays du monde. Un étranger qui travaille, qui contribue, qui respecte la France, qui apporte au pays son énergie, pourra bien sûr toujours trouver sa place dans le pays sans avoir la moindre inquiétude. Mais avec nous, un étranger qui ne travaille pas, au bout de 6 mois, ne pourra pas renouveler son visa et devra naturellement, comme c'est le cas dans beaucoup de pays du monde, quitter le territoire français. C'est une question de justice et c'est une question de respect. Voilà donc, mes amis, notre promesse et notre véritable différence. La France tendra toujours la main à ceux qui respectent ses règles et à ceux qui participent à la vie du pays. Mais la France aussi dira stop à ceux qui croient pouvoir s'installer chez nous au mépris de nos lois, de nos traditions et de nos valeurs. Les gaspillages, ce sont aussi ces centaines d'agences d'État dont personne ne connaît franchement le rôle, mais qui coûtent des fortunes. L'ADEME, le CESE, l'ARCOM, des sigles que les Français ignorent, mais derrière lesquels se cachent des milliards d'euros dilapidés et souvent des recasages discrets pour les copains du pouvoir. Avec nous, les agences inutiles seront supprimées parce que chaque euro d'argent public doit retrouver du sens. Parce qu'au lieu de nourrir la bureaucratie, cet argent doit être au service exclusif des Français et de leur territoire. Regardez aussi
mes amis, notre contribution à l'Union européenne. Alors que nos voisins obtiennent des rabais, je pense à l'Allemagne ou aux Pays-Bas, qui ne sont pas les plus petites économies de la zone euro, la France, par idéologie, paie toujours davantage, encore 6 milliards d'euros en plus cette année. Rendez-vous compte du niveau de cynisme. On veut vous supprimer 2 jours fériés pour vous ponctionner 4 milliards et dans le même temps, on augmente notre contribution à l'Union européenne de 6 milliards. C'est comme si vous travailliez 3 jours gratuitement pour Ursula von der Leyen. Et pendant que l'Europe finance avec vos impôts le réseau d'eau à Gaza ou des appels à projets en Algérie, un Français sur 3 n'a pas accès à l'eau potable dans nos territoires d'outre-mer. À ce titre, cette semaine, l'Union européenne a décidé d'acter la signature de l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Une double peine pour nos agriculteurs, non seulement car Bruxelles aggrave la concurrence déloyale, mais dans le même temps, elle envisage de raboter les subventions de la politique agricole commune. Pendant que le président de la République se tait, pendant que ses ministres baissent les yeux, nous avons décidé d'agir. La Commission von der Leyen entend sacrifier nos paysans et notre souveraineté alimentaire pour permettre à l'Allemagne d'exporter des Mercedes. Alors, avec mes collègues du groupe des Patriotes, nous avons déposé contre elle une motion de censure qui sera mise aux voix dans les prochains jours. Nous l'avons dit tout au long de la campagne européenne, elle doit au contraire être le bouclier de nos intérêts. Avec nous, très simplement, la contribution française aux budgets européens sera réduite. Nous rendrons leur argent aux Français. Et croyez-moi, mes amis, nous ferons respecter la voix de la France haute et claire en Europe et dans le monde. Mes amis, puisque le gouvernement est à la recherche d'économies, il reste 2 gaspillages que je veux évoquer devant vous aujourd'hui. Le premier, vous le connaissez tous, c'est l'aide publique au développement, autrement dit l'argent que verse la France chaque année à des États étrangers. Des milliards d'euros versés à des pays parfois hostiles comme l'Algérie. Des milliards envoyés à la Chine, 2e puissance économique mondiale, qui n'a, je crois, nul besoin de la générosité française pour bâtir sa puissance et sa dynamique de croissance. Alors là encore, nous fermerons le robinet. Cet argent, près de 12 milliards d'euros chaque année, doit revenir non pas à l'autre bout du monde, mais à nos territoires de France, à notre ruralité oubliée, à nos campagnes, dans l'accès à la santé, à l'éducation, aux services publics. Le dernier gouffre financier que j'aimerais aborder devant vous, sur lequel, là encore, nous ambitionnons de faire des économies, c'est celui de l'audiovisuel public. Chaque année, plus de 4 milliards d'euros sont engloutis dans une machine dont les dérives militantes sont désormais connues de tous. Ce ne sont pas certains journalistes stratèges du Parti socialiste qui me démentiront. Quelle grande démocratie digne de ce nom, en 2025, peut encore accepter de financer à ce prix-là une télévision publique pléthorique, partisane et militante? Aucune. Voilà pourquoi nous privatiserons l'audiovisuel public.
C'est une question de principe, mais c'est aussi une mesure de saine gestion des deniers publics. Parce que nous sommes sérieux, parce que nous sommes responsables. Notre contre-budget permettra d'économiser des dizaines de milliards d'euros chaque année dans le budget de l'État. Une partie de cet argent sera réaffectée au remboursement de la dette. Une autre aux baisses d'impôts et aux dépenses utiles comme la sécurité, la justice, l'école ou les soins. Voilà donc parmi d'autres, mes amis, une différence fondamentale entre eux et nous. Ils dépensent sans compter, nous remettrons de l'ordre. Ils creusent la dette, nous libérerons et nous simplifierons la France. Ils affaiblissent le pays, nous mettrons tout en œuvre pour le redresser. Assainir les finances de la nation, mes amis, n'est pas une finalité en soi. C'est bien sûr une nécessité absolue si l'on veut rebâtir la réputation de la France et construire une nouvelle ère de puissance et de prospérité. Comme toutes les familles de France, l'État doit faire des efforts et l'État ne peut plus vivre au-dessus de ses moyens. Mais la véritable finalité de ces choix, c'est bien sûr de redonner un cap à la France, de réunir dans un même élan toutes les forces vives du pays, de réconcilier l'ouvrier et le patron, le salarié et le chef d'entreprise, l'actif et le retraité, de rassembler la France des villes et la France des campagnes, la France des mains qui bâtissent et la France des esprits qui inventent, de redonner confiance à la jeunesse sans jamais oublier nos anciens, de remettre en marche une nation qui ne doit plus être paralysée par ses divisions, mais qui doit être portée par ce qui l'a toujours rendue grande, l'unité, la fraternité et par-dessus tout l'envie de conquérir et d'étonner le monde. Mes amis, pour conclure, et puisque nous parlons de confiance ces derniers temps, je voudrais revenir devant vous quelques minutes sur le sens profond de ce mot pour nous, patriotes. Si nous voulons que les Français retrouvent confiance en l'avenir, alors il faut d'abord que les dirigeants politiques aient confiance en eux, peuple français. Il y a eu durant 8 ans bien trop de mensonges, de faux-semblants, de mépris, parfois de dissimulation. Comme le disait le grand historien Marc Bloch, notre peuple mérite que l'on se fie à lui et que l'on le mette dans la confidence. On ne rétablira pas la confiance si les Français n'ont pas la certitude d'avoir à la tête de l'État des dirigeants qui les aiment, qui les respectent, qui les considèrent, qui connaissent leurs préoccupations, qui connaissent leurs souffrances, qui partagent leurs espoirs et leurs ambitions. Des dirigeants qui parlent vrai, des dirigeants qui regardent les Français dans les yeux et qui tiennent leurs paroles. Des dirigeants qui ne gouvernent pas contre le peuple, mais avec le peuple et pour le peuple. Faire confiance, c'est permettre aux citoyens de s'emparer directement des grands sujets qui concernent l'avenir de la nation. Jamais, jamais nous n'avons considéré l'expression populaire comme quelque chose de suspect ou de dangereux. Au contraire, nous savons que la sagesse collective des Français est la clé pour les réconcilier avec la politique. C'est pourquoi l'une de nos premières décisions sera d'organiser un grand référendum sur la politique migratoire en France. Sur ce sujet existentiel, nous l'avons dit, ce n'est ni aux juges, ni aux ONG, ni à Bruxelles de décider, c'est à vous, peuple de France, de décider quelle politique migratoire vous voulez pour le pays. Avec ce référendum, vous pourrez reprendre en main votre destin, protéger notre identité nationale et bien sûr renouer avec la fierté française. Faire confiance, c'est vous rendre le droit à un destin, le droit à la parole, ces deux droits qui vous ont été confisqués depuis tant et tant d'années. Faire confiance, c'est aussi dire la vérité. La crise que traverse la France ne se résoudra pas par un simple changement de casting, par une valse de ministres interchangeables et tous anonymes. Elle exige une rupture profonde, avec 8 années de politique macroniste, qui n'est rien d'autre que le socialisme en pire.
Faire confiance. Faire confiance, c'est admettre que seul un retour aux urnes permettra de rétablir la stabilité que le pays attend. Soit le président de la République dissout l'Assemblée nationale pour organiser de nouvelles élections législatives, soit il devra, en cas de blocage répété, lui-même remettre sa démission, comme l'avait fait le général de Gaulle. C'est de sa responsabilité. Faire confiance. Faire confiance, c'est aussi dire ce que l'on va faire comme nous l'avons fait aujourd'hui. Mais ce sera surtout demain, faire ce que l'on a dit. Et notre chemin est clair. L'ordre dans les rues, le respect pour le peuple, la prospérité pour la France. Notre chemin, c'est celui de l'autorité rétablie. Qui peut croire aujourd'hui en l'avenir si sa famille n'est pas en sécurité dans la rue, dans son quartier ou dans sa propre maison? Qui peut bâtir des projets si l'insécurité mine la paix civile et menace l'activité économique? Alors, face à la barbarie quotidienne qui s'est installée dans le pays, nous rétablirons la loi de la République, toute la loi de la République, rien que la loi de la République. Nous en terminerons avec les bavardages et les formules creuses de M. Retailleau, assis chaque mercredi en Conseil des ministres entre des socialistes et des macronistes. Nous lancerons un grand plan de construction de places de prison pour que chaque peine soit appliquée sans la moindre exception. Nous instaurons la tolérance zéro dès le premier acte délictuel, dès le plus jeune âge. Nous suspendrons les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes. Nous expulserons immédiatement les délinquants et criminels étrangers qui n'ont rien à faire sur notre sol. Nous soutiendrons nos policiers, nos gendarmes, nos magistrats qui luttent chaque jour contre l'impunité des bandes. Les images de ce fonctionnaire de police lynché à Tourcoing par des barbares sont effroyables. Et je veux, en votre nom, lui témoigner de notre total soutien. Avec nous, encore une fois, la règle est simple et elle le sera lorsque nous serons au pouvoir. Tu touches à un policier, tu dors en prison. Voilà comment on rétablit la confiance, en rendant justice aux victimes, en protégeant ceux qui nous protègent par une présomption de légitime défense, en mettant hors d'état de nuire les criminels et en refusant la culture de l'excuse. Mes amis, mon ambition, la nôtre, l'ambition de Marine n'est pas de sauver la droite ni de sauver la gauche. Notre ambition, c'est de sauver la France. Notre ambition, c'est de redonner à la nation les leviers de sa puissance et aux Français les moyens de leur bonheur. Face aux tempêtes, face aux menaces et à l'histoire, nous avons, mes amis, nous patriotes, un devoir, nous préparer à gouverner. Et vous, grand peuple de France, vous aurez très bientôt un devoir, choisir, voter et par-dessus tout, ne rien céder. Quand vous serez appelés aux urnes, aux élections municipales où des succès nous attendent, comme lors d'un scrutin national peut-être très prochainement, souvenez-vous, dans l'isoloir vous êtes seuls,
seul juge, seul maître à bord. Aucun tribunal médiatique, aucune manœuvre pareille ne peut guider votre main. Vous serez libre, totalement libre, et votre liberté porte un nom, le bulletin de vote. Rien ne nous sera donné, rien ne sera facile. Il faudra vaincre les coalitions du pire et les alliances de la honte. Mais avec toute ma fougue de patriote, je veux réaffirmer aujourd'hui devant vous une conviction profonde. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Nous allons gagner, mes amis, parce que notre combat est juste, parce que notre projet est sincère, parce que la vague qui nous porte est irrésistible et par-dessus tout, parce que notre grand pays, la France, mérite bien mieux que cela. Cette victoire ne sera pas un aboutissement, elle sera le commencement d'une grande refondation nationale. Nous réunirons une France brisée par 8 années de fractures, nous respecterons un peuple méprisé par 8 années d'arrogance. Nous redresserons un pays humilié par 8 années de renoncement. Et tous ensemble, nous rendrons à notre peuple la fierté d'être français. Préparons-nous, car le changement n'attend plus. Vive la France et vive la République!